On va parler quantique ce matin avec notre invité Olivier Tonneau. Bonjour, vous êtes fondateur et associé de Cantonation. C'est un fonds de capital risque spécialisé dans le quantique. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a suffisamment d'entreprises dans le quantique pour avoir justement un fonds spécialisé sur ce segment ? Alors, depuis qu'on a été créé, en 2018, on a eu comme premier investisseur Charles Becbédé. J'ai créé ce fonds avec mon associé Christophe Jorzac, qui est docteur en physique quantique. Donc, en 8 ans, on a vu plus de 1000 sociétés. Ah oui. Et on a fait 35 investissements. Dans le monde. Dans le monde. Ah oui. Alors, dans le monde, effectivement. Ouais. C'est un secteur qui est quand même suffisamment restreint pour qu'il faut qu'on soit partout dans le monde. Exactement. Mais ça fait quand même 1000 sociétés. Et dans tous les thèmes, c'est-à-dire communication quantique, informatique quantique, du software, du hardware, des technologies habilitantes, des capteurs. Donc, ça fait une profondeur de marché qui est assez importante. Et on a investi dans 35 sociétés. Donc, on a un taux de sélectivité qui est similaire à ceux qu'on peut trouver dans les autres fonds. 220 millions d'euros le fonds. 220 millions d'euros. Donc, notre objectif était 200. Donc, on a un petit peu dépassé cet objectif. Et ça va nous permettre d'accompagner 25 nouvelles sociétés. On avait déjà 25 avec notre premier fonds. Et là, 25 nouvelles. Alors, vous qui avez le nez sur ce secteur, c'est quoi les innovations les plus prometteuses aujourd'hui quand on parle de quantique ? Parce que le gros problème du quantique, c'est qu'on en parle beaucoup depuis des années. On n'a pas encore de réalisation concrète, dans le sens où on n'a pas encore un médicament qui a été conçu grâce au quantique ou ce genre de choses. Qu'est-ce qui arrive là ? Voilà. Alors, ça vient. On a des sociétés, par exemple, je peux citer une société qui s'appelle Pionic, qui développe des batteries à base de matériaux quantiques. Et la première batterie à base de matériaux quantiques sera commercialisée l'année prochaine. Ça veut dire quoi, des matériaux quantiques ? Ça veut dire qu'on exploite des effets quantiques pour avoir un meilleur rendement, pour avoir une meilleure cyclabilité. C'est des batteries qui seront solides, donc qui ont plein d'avantages, qui permettent de ne pas dépendre du lithium. Et ça, on exploite les effets quantiques de ces matériaux qui sont simulés eux-mêmes sur des ordinateurs quantiques. Et ça, c'est concret. Ça vient l'année prochaine. On parle aussi on parlait, alors c'est pas directement du quantique, mais par exemple d'innovation frugale. Juste avant, une société comme Multiverse, par exemple, va utiliser des méthodes inspirées du quantique pour compresser des modèles d'IA. Aujourd'hui, ils arrivent à compresser des gros modèles de langage comme Llama avec des taux importants qui font qu'on consomme 50% moins d'énergie. Et ça, aujourd'hui, ça marche déjà. C'est dans les boîtes achetées par les entreprises utilisées. On est quand même dans une phase encore où on peut dire qu'on est dans une phase de prototype. On fait des tests, on essaye. Et la phase industrielle, qui, avec plusieurs centaines de machines, ça viendra d'ici 3 à 5 ans. Aujourd'hui, il y a à peu près une centaine d'ordinateurs qui sont déployés dans le monde dans des data centers. Mais ils fonctionnent réellement, parce que ce qu'on dit à chaque fois qu'on parle de quantique, c'est qu'il y a un gros souci avec le quantique, c'est le problème de la décohérence, c'est-à-dire le fait que les qubits, les productions des ordinateurs quantiques sont extrêmement instables et que donc on n'arrive pas à faire des choses très concrètes et industrialisables à partir de l'informatique quantique. On a réussi à résoudre ce problème-là pour que on ait des... Qu'est-ce que fait Alice et Bob, ça, justement de lisser... Alors, il y a plein d'entreprises qui essayent, mais ça reste encore une fois, ça reste l'épine dans le pied du quantique aujourd'hui. Alors, les qubits, effectivement, c'est pas facile de maintenir un qubit dans son état quantique. Ceci étant, regardez la machine de Candela qui a été implantée dans un data center chez OVH. Elle a des taux de disponibilité qui sont supérieurs à 95%. Les machines Pascal qui sont installées dans les data centers au CEA ou à Jülich en Allemagne, ils ont aussi des taux de disponibilité. Les machines marchent sur plusieurs semaines d'affilée. Donc, on a dépassé ce problème-là. On a dépassé ce problème-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles sont à l'échelle pour être utiles et qu'on peut les utiliser dans des process quotidiens d'entreprise, mais en tout cas, on peut déjà les utiliser, on peut les tester, elles fonctionnent, elles sont de plus en plus grosses et de plus en plus fiables. Alors hier, à votre place, on avait le patron de carte bancaire, RCB, le petit badge sur les cartes, et lui, il nous a dit, le quantique, c'est fini, c'est complètement has-been, tout le monde peut hacker le quantique, maintenant on est passé au post-quantique. Alors bon, nous qui sommes, pas Anthony, mais moi, de quoi parle-t-il ? Alors le post-quantique, c'est une façon, en fait, le quantique pourra hacker les encryptions qu'on utilise aujourd'hui. Les encryptions aujourd'hui, elles sont fondées sur un problème mathématique qui est la factorisation de nombres premiers. Et ça, c'est un problème qui est accessible pour un ordinateur quantique. C'est-à-dire que c'est trop facile. Ça veut dire trop facile. Dans 5 à 7 ans, quand on aura une machine suffisamment puissante, elle pourra casser ce problème en quelques minutes. Là, aujourd'hui, ça prend des milliards d'années. Et donc, le post-quantique, c'est trouver des problèmes mathématiques qui vont qui seront difficiles à résoudre pour un ordinateur quantique, et donc c'est ça qui nous protégera. Et c'est déjà le cas aujourd'hui ? Et ça, c'est déjà, alors l'organisme de standardisation américain a déjà publié des nouveaux standards qui sont en train d'être déployés. L'ANSI
donc qui est l'organisme de régulation de la sécurité informatique, a commencé à donner des calendriers de déploiement en France, notamment sur les infrastructures critiques. Donc oui, on y arrive, ça devient très compliqué. Et c'est aussi un problème, alors je vais cru comprendre, en tout cas pour le Bitcoin, parce que le Bitcoin c'est pareil, c'est un protocole qui aujourd'hui est hackable, mais qui, avec le quantique, pourrait, en fait, on pourrait être hacké d'une certaine manière. Est-ce que on a des solutions justement pour ça? Ça fait partie des choses. Nous, on a 2 sociétés dans le portefeuille qui travaillent sur ces sujets-là. Une société française qui s'appelle Cryptonex, qui a travaillé avec la fondation Ethereum pour sécuriser la blockchain Ethereum. Et on a une autre société basée à New York qui s'appelle Project 11, dont l'objectif est de sécuriser les cryptoactifs, donc dans les portefeuilles des porteurs de cryptoactifs. Et comment vous regardez justement votre portefeuille? Vous vous dites il me faut un quantique dans la santé, un quantique dans le Bitcoin, un quantique dans les matériaux. Vous faites des sous-secteurs comme ça? On essaye d'avoir un équilibre entre informatique quantique, communication. On va aussi vers l'Internet quantique. Aujourd'hui, on utilise beaucoup les machines indépendamment. Demain, on va être capable de les faire communiquer entre elles. Donc, on a des sociétés qui vont s'occuper de ça. Il y a WeLink en France qui fait ça, des mémoires quantiques pour arriver à connecter les ordinateurs. Donc, on essaye de trouver un équilibre entre informatique, communication, capteurs, et puis dans l'informatique, du hardware, du software, des technologies habilitantes, voilà, de façon à avoir une vision globale et un investissement global sur le secteur. Est-ce qu'on va encore avoir besoin du quantique dans un monde où il y a une accélération incroyable sur les processeurs, les GPU, l'intelligence artificielle, les supercalculateurs en mode classique, j'entends. Il y a eu une accélération ces dernières années et donc on se demande si finalement la valeur ajoutée du quantique a toujours du sens. En tout cas, c'est l'un des arguments des anti-quantiques, si on peut dire. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je pense que le meilleur argument et la meilleure défense, c'est de regarder ce qu'a fait Nvidia, qui est quand même le champion de l'accélération du calcul sur les puces classiques. Nvidia a passé des partenariats avec une vingtaine de sociétés d'informatique quantique dans le monde, dont une grande partie dans lesquelles on a investi. Et Nvidia travaille aussi sur la couche de répartition des calculs. Les ordinateurs quantiques ne vont pas remplacer les ordinateurs classiques, mais ils vont travailler en conjonction. Et donc, quand on a un calcul complexe à réaliser, il va falloir le couper et envoyer les morceaux de calcul sur le mode de calcul qui est le plus adapté. Un petit bout sur le quantique, un petit bout sur le classique. Et donc, ce que fait Nvidia, c'est on devient partenaire avec les entreprises d'informatique quantique et on est capable de développer la couche de logiciel qui fait ce qu'on appelle l'orchestration, c'est-à-dire diviser ce calcul et l'envoyer au bon endroit. Et c'est pas l'un contre l'autre, en fait, c'est une complémentarité des deux. Complémentaire, et c'est aussi complémentaire avec l'IA, par ailleurs. Mais est-ce qu'un jour, tout le monde aura un ordinateur quantique et ça sera devenu la techno de base ou pas du tout? C'est pas à ça que ça sert? Enfin, en tout cas, pour ce qu'on voit aujourd'hui, les premières applications, c'est vraiment des applications qui requièrent du calcul intense, et donc c'est plutôt une application dans des data centers. Après, est-ce que dans 20 ans, 30 ans, on aura un laptop quantique? On disait ça avant, du téléphone et de l'ordinateur. Et des PC, on disait au début, non mais ça servira jamais, les gens n'auront jamais un ordinateur chez eux. Non, il ne faut pas dire jamais, mais en tout cas, pour l'instant, les applications sont dans les data centers.